Bonjour et bienvenue dans la conférence Parents Coach. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Azanafti, maman de deux enfants. Je suis auteure du livre jeunesse Le Petit Alex. J'aide les parents à construire des relations solides et harmonieuses avec leurs enfants. Je suis certifiée en management et j'ai pu constater que ce qu'on apprenait aux managers, eh bien, c'est des choses qui pouvaient être utiles à des parents. Ces outils que je vais les partager avec vous aujourd'hui vous permettent de suivre vos enfants sur le chemin de leur épanouissement. Cette conférence est structurée en trois parties. La première va vous présenter les principes du coaching. La deuxième va vous décrire la méthodologie du coaching. Et la troisième va vous présenter les différents outils de coaching. Avant de commencer avec les principes de coaching, on va voir qu'est-ce qu'un coach. En fait, coacher, c'est accompagner. Et accompagner, c'est co-construire. C'est une relation d'égal à égal entre deux personnes, même si elles ne sont pas au même niveau de maturité. Il y a le parent et il y a l'enfant. Donc, ce n'est pas le même niveau de maturité, mais c'est une relation d'égal à égal. Ce qui implique que vous n'avez pas déjà des solutions toutes faites dans votre tête et que vous êtes ouvert à la co-construction. En fait, il y a quel type de relation? Il y a la relation gagnant-gagnant, il y a la relation gagnant-perdant, il y a la relation perdant-gagnant, il y a la relation perdant-perdant. Dans la co-construction, vous êtes dans la relation gagnant-gagnant. En fait, la personne accompagnée peut devenir l'égal de la personne qui l'accompagne en termes de compétences. Donc, votre enfant peut être dans même, dans le même niveau de compétences, même si cela nécessite du temps. Donc, pour acquérir ces compétences. Donc, c'est une relation de co-construction. On va voir maintenant l'état d'esprit d'un coach, le mindset. Donc, un coach a la conviction que la solution est en l'autre, en votre enfant, et que vous êtes juste là pour la faire ressortir. Un coach a la croyance ferme que le meilleur est dans l'autre, dans son enfant. Pensez que votre enfant peut s'améliorer, que vous n'avez pas toujours raison et que votre enfant a tout le temps pour grandir. Un coach a droit à l'erreur. Vous devez penser que vous pouvez toujours vous améliorer et apprendre ce que vous ne savez pas encore. Donc, vous avez droit à l'erreur. Donc, vous ne savez pas, vous apprenez, donc, et vous améliorez. Un coach a la conviction que tout comportement a une intention positive. Un enfant qui tape son frère, son intention est positive parce qu'il est en colère et ça lui fait du bien de taper son frère. Donc, son intention est de se débarrasser de sa colère. Alors, si l'intention est positive, le comportement, lui, ne l'est pas, il appartient à vous de l'aider à en trouver un autre comportement pour qu'il se débarrasse de cette colère. Un coach ne cherche pas à rassurer ou à donner de conseils si on ne lui demande pas. Un coach accompagne son enfant. Accompagner son enfant, c'est être à l'écoute et chercher à comprendre.
Écouter, c'est s'abstenir de juger et de donner votre avis. Quand vos enfants viennent vers vous, c'est pour qu'on les écoute avant tout. Donc, c'est ça l'état d'esprit d'un coach. Maintenant, on va passer au principe du coaching. Le principe du coaching, c'est accompagner une personne pour l'aider à réaliser un objectif. Donc, l'objectif doit être défini. En fait, les enfants se plaignent de beaucoup de choses et le parent coach va aider à transformer ces plaintes à des objectifs réalisables par l'enfant. Alors, comment définir un objectif? Un objectif doit être formulé en termes positifs. Il ne doit pas comporter aucune négation. Je ne veux plus arriver en retard à l'école n'est pas un bon objectif parce qu'il contient une négation. En fait, notre cerveau n'entend pas la négation. Si je vous dis par exemple, n'imaginez pas un bateau rouge, eh bien, ce qui arrive tout de suite dans votre tête, l'image d'un bateau rouge. Ensuite, pour vous aider à bien définir votre objectif, je vous propose une méthodologie bien connue en entreprise qu'on enseigne à des managers, qui est la méthodologie SMART. Le S du SMART, c'est spécifique. Un bon objectif doit être spécifique. Par exemple, plutôt que je ne veux pas arriver en retard à l'école, un objectif spécifique va être arriver à l'heure. Sauf que à l'heure n'est pas assez précis. Ça peut être 8h20 tous les matins. Donc là intervient le M du SMART. Le M du SMART, c'est mesurable. Être à l'école à 8h20 est quelque chose de mesurable. Le A du SMART, c'est atteignable. Ça veut dire c'est réalisable, c'est possible. On peut d'ailleurs s'interroger, arriver à 8h20, arriver à 8h20 à l'école, est-ce que c'est possible? Le R du SMART, c'est réaliste. Par exemple, être à l'école à 8h20 alors qu'on se réveille à 8h10 n'est pas un objectif réaliste. Le T du SMART, c'est temporalisé, c'est-à-dire défini dans le temps. Il a une date de début, une date de fin. De dire par exemple, je veux jusqu'au mois de décembre arriver à 8h20 à l'école. C'est un objectif SMART qu'on pourra le mesurer et voir à la fin du mois de décembre si l'objectif a été atteint ou non. Donc, on va transformer les plaintes ou les souhaits de nos enfants à des objectifs SMART, quelque chose de circonscrit, atteignable et très simple pour l'enfant. Par contre, on peut avoir des objectifs parfaits et pour autant, quelque chose fait que nous n'y arrivons pas. Alors, si je définis un objectif SMART, mais mon enfant n'y arrive toujours pas, donc je fais comment? Par exemple, votre objectif est que votre enfant fasse tout seul ses devoirs pour une durée de 15 minutes, et ce pendant le deuxième trimestre de l'année. Mais pendant ce temps, votre enfant vous raconte des histoires, car pour lui, c'est un moment de fréquenter sa maman. Donc, à chaque fois que vous définissez un objectif SMART, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un inconvénient pour l'atteindre?
vous verrez que c'est souvent là que se situe ce qui peut bloquer la personne dans l'atteinte. Que faire si je découvre un inconvénient? Je le traite. Dans notre exemple, l'objectif est que votre enfant fasse tout seul ses devoirs pour une durée de 15 minutes, et ce, pendant tout le deuxième trimestre de cette année scolaire. Mais il y a un inconvénient, qu'il vous voit moins. Alors, je consacre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou plus à passer avec mon enfant avant qu'il commence à faire ses devoirs. Là, on va passer à la méthodologie du coaching. On va parler de la méthodologie RPBDC du Vincent Lénard, qui est un des fondateurs du coaching en France. Le R du RPBDC concerne le réel. C'est comprendre la situation. Votre enfant arrive avec une histoire. Que s'est-il passé? Le P concerne le problème. C'est comprendre le problème. Vous voyez un problème, mais ce n'est pas forcément celui qui est dans la tête de votre enfant. Le B concerne le besoin, parce que qui apparaît est le problème. Mais la racine du problème est le besoin qui n'est pas satisfait. Le D concerne la demande. Qu'est-ce que mon enfant me demande? Comment je peux l'aider? Le C concerne le contrat, c'est-à-dire se mettre d'accord sur la façon dont on va pouvoir travailler sur cette demande. Prenons un exemple. Votre enfant vous dit, je ne suis pas invité à l'anniversaire d'Alex. Donc, c'est ça son histoire, c'est ça le réel. Le problème, c'est quoi? Il y a plein de raisons. Ça peut être il aime bien Alex, il aime une fille qui a été invitée à l'anniversaire. Mais quel est le problème précis pour votre enfant? À la racine du problème, il y a le besoin qui n'est pas satisfait. Alors, quel est ce besoin? Est-ce que c'est le besoin d'appartenance au groupe? Est-ce que c'est le besoin de voir plus sa copine? Ça aide l'enfant à prendre conscience de ce qu'il veut vraiment, ce qui permet de satisfaire son besoin. Donc, on peut demander à l'enfant, qu'est-ce que tu me demandes? Comment je peux t'aider? Il peut vous demander, je veux que tu m'aides à comprendre pourquoi je ne suis pas invitée. Ou comment puis-je faire pour avoir des amis? Et comme on va travailler sur ces demandes, on peut par exemple inviter ses amis dimanche. Et ça, c'est le contrat. Passons maintenant aux outils du coaching. Maintenant, vous connaissez les principes du coaching, vous connaissez la détermination d'objectifs et vous avez une méthodologie pour dérouler un coaching. Maintenant, je vais vous décrire les différents outils qui sont essentiels dans une relation de coaching. Le premier, c'est l'écoute active. Quand vous écoutez vos enfants, vous êtes en train de communiquer. Nous avons l'impression qu'on ne communique pas, mais non. Vous dites, je suis là, je suis présente, je suis attentive à toi. Quand vous posez des questions, veillez à ce que ce soit toujours des questions ouvertes, auxquelles l'enfant peut répondre autrement que par oui ou par non. Pour bien écouter votre enfant, il faut être au calme avec vous-même. Il faut pouvoir entrer en relation avec lui.
Pour cela, il y a des choses simples à garder en tête. Par exemple, votre posture physique. Si vous êtes là et votre enfant là, la communication ne peut pas être bonne. Il faut que les visages soient à la même hauteur, que vous puissiez regarder dans les yeux, que vos corps soient en parallèle pour que la communication puisse bien passer. Vous savez bien que dans la communication, 80% de l'information vient du non-verbal. Elle ne vient pas que des mots, elle vient de la posture physique de l'autre. Elle vient de sa voix, de sa respiration. Pour la respiration, par exemple, si votre enfant est un peu tendu, eh ben, vous pouvez respirer vite comme lui et puis tout doucement, vous changez, vous calmez votre respiration. Vous verrez, votre enfant va vous suivre. C'est ce qu'on appelle se synchroniser. Il va se synchroniser sur vous. Petit à petit, il va suivre la détente que vous mettez en place. Savoir écouter attentivement, c'est savoir concentrer votre attention sur ce que dit votre enfant et non sur ce que vous en pensez. Alors, passons aux 3 piliers de communication positifs. Donc, de poser des questions ouvertes pour mieux comprendre, de proposer une reformulation, si j'ai bien compris. Est-ce que tu me demandes, est-ce que tu me permets de dire avec mes mots à moi, euh, est-ce que c'est juste reformuler pour vérifier que vous avez bien compris, d'arrêter pour proposer des synthèses, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Permets-moi de résumer ou résume-moi ça en une phrase pour que je sois sûre que j'ai bien compris. Ça permet à vous de comprendre, mais ça permet aussi à votre enfant de beaucoup mieux comprendre ce qu'il vit et la situation. Maintenant, je vais vous présenter un outil essentiel dans le coaching qui permet de résoudre 70% des situations conflictuelles. C'est les jeux psychologiques. Le problème de ces jeux, euh, que leur issue n'est jamais favorable. Le jeu que je vais vous présenter est le principal auquel jouent nos enfants. Ça s'appelle le jeu de la victime, du persécuteur et du sauveur. Présenté par le triangle dramatique de Cartman. C'est le jeu de la victime, persécuteur et du sauveur. Concrètement, combien de fois avez-vous entendu les enfants dire: il ne veut pas jouer avec moi, je n'ai pas oublié de le faire, c'est la maîtresse qui a oublié de me dire, je n'ai pas bavardé en classe, on m'a puni pour rien. Vous avez compris? Votre enfant, ce n'est jamais de sa faute. Et l'aider à comprendre comment sortir de cette posture, ça va être le chemin vers son autonomie. Alors, vous devez tout d'abord comprendre le mécanisme des jeux psychologiques et comment s'en sortir, et ensuite l'expliquer à votre enfant. Alors, quel est ce jeu dont je vous parle? C'est le triangle dramatique de Cartman. Dramatique parce qu'il n'y a pas d'issue favorable une fois qu'on a accepté d'y jouer. Le triangle dramatique décrit des situations où vous êtes une victime, donc celui qui n'est jamais de sa faute, tout le monde lui en veut. Pour qu'il y ait une victime, il y ait un persécuteur, celui qui va
venir systématiquement causer du mal à cette victime. Il y a une troisième personne qui intervient dans ce jeu psychologique. On a une victime, on a un persécuteur, on attend qui? Le sauveur, qui va aider la victime, la plaindre, la consoler, la réconforter. Par exemple, mon frère est méchant avec moi toujours. Je suis une victime, mais ma mère me fait d'énormes câlins. Donc, ça peut être confortable pour les différents intervenants. Donc, d'être à leur position. Et même moi, en tant que parent, inconsciemment, je peux être contente de venir tout le temps sauver ma petite victime qui a besoin de moi. Sachez aussi, un autre principe de ce jeu psychologique, c'est qu'en fait, euh, on change tous de place quand on joue ce jeu. C'est-à-dire, par exemple, mon enfant qui fait la victime, eh bien, au bout d'un moment, il va devenir persécuteur. Donc, du coup, le frère qui, par exemple, celui qui est le persécuteur, devient la victime. Et peut-être celui qui était la victime va devenir à un moment sauveur de son frère. Donc, on change de rôle. Enfin bref, c'est un jeu à bascule qui en occupe tour à tour les différentes places avec souvent un goût plus particulier pour une place que pour une autre. Mais en tout cas, c'est un jeu infini. Tu ne peux pas avoir d'issue favorable. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à casser ce jeu psychologique. Comment sortir de ce type de jeu psychologique? Première réponse, c'est tout simplement de ne pas y rentrer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous sachiez d'identifier quand vous voyez qu'il y a un enfant qui commence à se mettre trop dans le rôle d'une victime. Vous ne le prenez pas pour une victime. Vous n'allez pas le sauver. Vous êtes là pour lui, vous l'écoutez, vous l'accompagnez, mais vous cherchez des solutions ensemble. Mais il n'est pas une victime. Il faut sortir de ces rôles assignés de victime, sauveur ou persécuteur. C'est la première des choses à faire. Ensuite, simplement, de comprendre les mécanismes des jeux psychologiques. Ça permet de ne pas y rentrer. Passons au troisième outil que je vais vous présenter et celui de la maîtrise des états internes. En fait, on peut avec l'entraînement choisir la façon dont on se sent à un moment donné. Pour un enfant qui ne sait pas contrôler son état interne, il est victime de ses émotions, de son stress, il n'arrive pas à trouver son calme. Il y a des techniques qui marchent très bien et qui vont apprendre à votre enfant de gérer son stress et choisir comment est-ce qu'il veut se sentir à un moment donné. Eh bien, je vous propose la théorie des ancrages qui consiste en fait à poser dans notre corps ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire un geste. Toucher sa main, par exemple, ou toucher son épaule, c'est au choix de l'enfant qui va lui permettre de retrouver une situation favorable. Par exemple, un enfant qui veut être concentré, vous allez lui demander de repenser à une situation où il était concentré d'une façon qui lui a beaucoup plu. Dites à votre enfant, ferme tes yeux. Repense à comment tu étais à ce moment-là. Comment tu te sentais, comment tu respirais.
qu'est-ce que tu disais dans ta tête, quelle émotion tu avais à ce moment-là, et les yeux fermés, quand il est complètement dans l'émotion, vous lui dites, fais le geste que tu as choisi auparavant, par exemple de toucher son bras. Après un certain moment, vous lui dites, maintenant, reviens ici et maintenant avec moi. Vous venez avec votre enfant de poser ce qu'on appelle un ancrage. Et vérifiez, dites à votre enfant, vas-y, retouche ton bras, fais le geste. Immédiatement, vous allez voir, il va retrouver son état. Ainsi, lors d'un moment difficile, l'enfant fait le geste et retrouve son état interne. Et pour être sûr que l'ancrage fonctionne bien, vous allez maintenant préparer son cerveau à justement se mettre dans le bon état au moment de la bonne situation. Pareil, il ferme les yeux, il va imaginer la situation qui d'habitude le stressait. Par exemple, un examen, il va poser sa main sur son bras, il va s'imaginer juste avant l'examen dans un état de concentration qui est parfait pour lui. Il va imaginer tout le déroulement de cet examen jusqu'à la fin, en vérifiant en permanence que son état interne est le meilleur. Ainsi, le cerveau aura pris un autre programme. Il connaissait celui du stress. Aujourd'hui, il s'est déjà entraîné à vivre cet examen en se sentant bien à l'intérieur de lui-même. Quand il devra effectivement passer son examen, il pourra réactiver son ancrage. Il aura déjà fait le chemin dans sa tête. Et d'ailleurs, c'est ce que font tous les sportifs avant les grands matchs. Ils visualisent à l'avance la façon dont ils vont se sentir et la façon dont va se dérouler le match pour ainsi programmer leur cerveau vers l'aboutissement de l'objectif.